réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. L'immigration est un sujet éminemment complexe et aussi éminemment sensible. Complexe parce qu'à moins d'être un expert, on peut parfois s'y perdre avec les différents groupes, les demandeurs d'asile, les travailleurs étrangers temporaires, les résidents permanents, les étudiants étrangers, les immigrants économiques. Et c'est sensible aussi parce que derrière ces dénominations, il y a des gens, de vraies personnes, des hommes, des femmes et des enfants qui viennent au Québec et au Canada dans l'espoir d'une vie meilleure. Alors, on n'est pas les seuls à réfléchir à cet enjeu délicat. C'est le cas en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie et bien sûr aux États-Unis, comme le démontre la présente campagne présidentielle. C'est dans ce contexte que le Parti québécois a déposé plus tôt aujourd'hui son plan pour, et je cite, un modèle viable en immigration. Pour en parler, je reçois son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. Dites-moi, M. Saint-Pierre Plamondon, c'est un plan étoffé que vous avez proposé aujourd'hui, 12 recommandations. Pour les gens qui nous écoutent, là, qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils retiennent de votre plan? Bien que premièrement, on s'est préparé, qu'on a fait un plan, contrairement au gouvernement, on chiffre chaque catégorie d'immigration avec des explications. C'est 97 pages d'explications. C'est chiffré, c'est expliqué et ça nous distingue d'un gouvernement qui est dans l'improvisation et qui est dépassé par la situation. Ensuite, je leur dirais, on coupe substantiellement dans l'immigration temporaire. On ramène aussi les seuils permanents à 35 000. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est plutôt les dernières années qui ont vu les seuils exploser, prendre des proportions historiques. Donc, en fait, ce qu'on se trouve à faire, c'est ramener les seuils à des chiffres comparables à il y a 15 ans, 10-15 ans. Donc, une époque où il n'y avait pas de crise du logement, le français était stable, il n'y avait pas de problème de service non plus. Donc, on veut retrouver un modèle viable qui, à l'époque, recueillait plusieurs éloges à travers le monde. Le Québec avait un bon modèle il n'y a pas si longtemps. Donc, on veut retourner à ce modèle-là. Donc, pour vous, c'est clairement l'immigration qui est en cause. Là. Vous évoquez la question du logement, la question de la place du français. S'il y a des reculs, c'est en raison de l'immigration d'abord et avant tout? En raison de seuils d'immigration beaucoup trop élevés, et le document est l'occasion d'étayer toutes les études qui démontrent le lien entre l'explosion des seuils et la crise du logement. On en nomme 8. C'est autant les gouvernements, les fonctionnaires fédéraux que les grandes banques, la Banque du Canada elle-même. Et on déboulonne aussi les mythes les plus tenaces, je dirais même les mensonges sur la base desquels certains politiciens ont fait passer ces hausses vertigineuses, notamment le mythe que hausser les seuils permet de régler la pénurie de main-d'œuvre. Toutes les études qu'on dépose, dont des études sur le Québec, démontrent que non seulement hausser les seuils ne règle pas la pénurie de main-d'œuvre, mais dans le cas du Québec, c'est probable qu'en fait, ça a aggravé la pénurie de main-d'œuvre. Une étude qu'on dépose notamment parle pour un immigrant de 5 travailleurs qui sont nécessaires parce qu'il y a du logement à bâtir, il y a de l'adaptation. Et évidemment, la personne qui immigre est également un consommateur qui requiert des services. Vous savez, M. Saint-Pierre Plamondon, que dans le milieu des affaires, évidemment, là, je ne vous apprends rien en disant que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec vous. J'ai fait une entrevue vendredi avec Daniel Tremblay. Daniel Tremblay est PDG de Tremcar. C'est une entreprise qui fabrique des remorques citernes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et je l'ai interrogé justement sur ce sujet-là. Je vous invite à écouter ce qu'il disait à propos des travailleurs étrangers temporaires. L'impact d'avoir amené le 20 à 10 de notre masse de travailleurs va faire qu'on va être obligé de retourner environ 30 travailleurs chez eux. 30 travailleurs à 2000 heures, c'est 60 000 heures. Donc, nos usines du Québec vont trouver à perdre. Donc, 60 000 heures, c'est beaucoup moins de production avec aucune main-d'œuvre qualifiée québécoise prête à prendre le relève. Donc, c'est automatiquement une baisse de production pour nous, donc des pertes de contrats importantes. Donc, lui, c'est une conséquence de la mesure fédérale là, qui a été annoncée au mois d'août dernier, mais quand même, c'est un problème pour cet entrepreneur-là. Il y a 10 ans à peine, on n'avait presque pas recours à l'immigration temporaire en entreprise. On a fait augmenter, la CAQ a choisi de faire augmenter les travailleurs temporaires sous le contrôle de Québec de 17 000 à environ 80 000. Ça, c'est François Legault. Puis le fédéral a vraiment amené un nombre astronomique, des centaines de milliers de travailleurs temporaires. Et on est toujours en pénurie de main-d'œuvre. Donc, macroéconomiquement, comme je vous disais, c'est pas une solution.
Et pour certains secteurs, évidemment, on va y aller doucement, puis on a prévu des exceptions dans le plan. Mais en général, l'abondance de travailleurs temporaires bon marché non seulement pose des problèmes éthiques, mais empêche les entreprises de se remettre en question et de miser sur l'innovation, la recherche et le développement, l'automatisation, la robotisation. Et c'est là que nous, on dit qu'il va falloir ramener le nombre de travailleurs temporaires en entreprise à des chiffres qui correspondent à notre possibilité de loger tout le monde et d'offrir des services. Et les entreprises vont devoir automatiser, innover. Et là-dessus, on cite le Japon, l'Allemagne et la Corée du Sud qui ont eu des pénuries de main-d'œuvre plus graves que les nôtres, mais qui ont 5 fois plus de robots par 10 000 travailleurs que nous. Donc, on a vraiment raté le virage de ce que la technologie doit nous apporter en situation de pénurie de main-d'œuvre. Et donc, évidemment, on se donne 2 ans. Là, on a publié 2 ans avant les élections parce que, justement, on s'attend à ce qu'un certain nombre de lobbies viennent faire des représentations sur leur situation. Mais vous comprendrez également que nous, on veut gouverner pour l'ensemble de la population qui voit la situation du logement en abordabilité et en disponibilité se détériorer à vitesse grand V. Même chose pour le français et les services. Donc, on travaille aussi pour l'ensemble de la population, pas pour une seule entreprise. Mais je reviens quand même à l'exemple de M. Tremblay. Puis je veux pas en faire le cas d'espèce là, par excellence au Québec, mais je trouvais ça quand même intéressant ce qu'il me disait. Lui, il disait, écoutez, on veut former des employés québécois, notamment en soudure, avec des salaires qui sont, ma foi, assez attrayants, mais il n'est pas capable de trouver assez de monde. Il n'y a pas assez de gens qui sont intéressés par ces métiers-là. Exact. Donc, macroéconomiquement, il y a plusieurs variables. On peut se pencher sur le taux de participation au travail des Québécois pour qu'on ne soit pas en pénurie de main-d'œuvre. On peut voir cette entreprise-là, il y a 10 ans, avait-elle recours à ces dizaines et ces dizaines de travailleurs temporaires? Moi, je vous dirais probablement pas à la lumière des chiffres d'il y a 10 ans. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'automatiser, de changer le modèle d'affaires, mais de faire évoluer pour ne pas être dépendant de la main-d'œuvre qui est attrayante pour cette entreprise-là parce que c'est quand même bon marché? Mais est-ce que c'est une façon de créer de la richesse, de l'innovation et des nouvelles technologies? En fait, ça nuit de ce point de vue-là. Donc, c'est pas pour condamner l'immigration temporaire. Dans notre plan, il y en a. Mais il faut aussi nommer que les entreprises, devant une main-d'œuvre peu coûteuse, mais surtout illimitée, se sont pas privées. Puis en ce moment, bien, certainement, dans leur modèle d'affaires, ils reposent sur cette immigration-là. Mais si le logement, puis le français, puis les services ne suivent pas, il y a un correctif, un ajustement du modèle qui va s'en venir et qui va amener certaines entreprises à innover devant la nécessité d'innover. Bon, vous parlez de robotisation, là. On ne fait pas ça du jour au lendemain, là, transformer l'industrie québécoise. Non, sauf qu'on peut améliorer les programmes. En ce moment, les programmes d'automatisation et de robotisation sont en fonction de la création d'emplois. Mais vous comprenez que c'est un programme un peu bizarre parce que souvent, l'automatisation, la robotisation, ça fait en sorte qu'on a besoin de moins d'employés. Donc ça, c'est mal soutenu au Québec. Et nous, on veut retrouver un équilibre en termes de pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça veut dire qu'il faut ouvrir à toutes les formes d'automatisation. Le cas le plus criant, c'est l'agriculture. L'agriculture au Québec est largement dépendante de l'immigration temporaire. Mais là, on va soutenir le milieu de l'agriculture en disant qu'est-ce qui peut être fait d'automatisation et de robotisation dans nos processus. C'est les pays là, que je vous nommais tantôt, c'est le chemin qu'ils ont emprunté. Puis vous avez raison de dire, on ne peut pas du jour au lendemain trouver une automatisation dans chaque secteur. Mais en même temps, on ne procède pas du jour au lendemain par rapport à l'immigration. On ramène le modèle sur un mandat au complet, donc on donne 4 ans. Puis il y a des ajustements dans toutes les catégories, pas que les travailleurs temporaires. On parle également des étudiants et des autres catégories là, sous le contrôle du Québec. Bon, vous liez également l'immigration à la baisse des naissances. Là, c'est un titre qu'on retrouve souvent aujourd'hui là, à la suite de votre conférence de presse de ce matin. Et parallèlement à ça, ben, vous dites que des pays comme le Japon et la Corée se sont robotisés beaucoup, notamment parce qu'ils ont très peu d'immigrants. Mais pourtant, le Japon et la Corée, ce sont 2 des pays dans le monde que je qualifierais, même sont dans le monde philosophiquement de l'Ouest, qui ont les plus bas taux de natalité dans le monde. Comment vous conciliez donc ces deux phénomènes? Oui, il faut mettre l'Allemagne et d'autres pays, mais il n'y a pas de lien entre les robots et la natalité. En tout cas, pas à ce que je sache. Ce qui est arrivé, parce qu'en passant, le taux de natalité n'est pas du tout dans notre plan. Là. Vous ne trouverez pas à un seul endroit de taux de natalité. On m'a simplement posé une question pertinente en point de presse. On m'a dit, oui, mais là, si vous baissez les seuils et que le taux de natalité québécois, lui, est toujours en chute libre, qu'allez-vous faire sur le plan démographique? Parce qu'on ne veut pas non plus une population qui
diminue en nombre total. Et ce que j'ai dit, c'est qu'on n'avait pas de politique de taux de natalité, donc on n'est pas dans notre programme sur les baby booms, les chèques par bébé, mais que ce qu'on sait, c'est certains des facteurs importants dans la décision d'avoir des enfants ou un autre enfant, c'est la disponibilité du logement. S'il n'y a pas de logement, les familles ne sont pas motivées. Si le logement coûte trop cher également, ça crée une pression financière qui décourage la famille. Et les services entourant la famille. Le Parti québécois a créé les CPE dans cette perspective-là et nous prônons, on s'est engagé à avoir une place en CPE par enfant. Plus il y a de services, plus il y a de logements, puis plus c'est abordable d'avoir un enfant, plus on a des chances d'améliorer le taux de natalité. Mais les dernières années, moi, je l'ai vécu comme père de jeunes enfants. Pas avoir de place en garderie, pas être capable de payer son loyer ou son hypothèque, ça donne pas le goût d'avoir des enfants, ça c'est une évidence. Et il y a quand même de la preuve de la recherche universitaire en ce sens-là. Merci beaucoup, M. Saint-Pierre Plamondon. À une prochaine. Bonne journée, à une prochaine. Paul Saint-Pierre Plamondon est chef du Parti québécois. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. J'accueille maintenant le ministre de l'Immigration, de la francisation du Québec, Jean-François Roberge. Monsieur Roberge, bonjour. Monsieur Roberge, vous êtes là? Absolument. Bon, voilà. Alors, bienvenue à l'émission, Monsieur Roberge. Vous avez écouté l'entrevue avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Bien sûr, on sait que beaucoup de choses séparent votre parti, la Coalition Avenir Québec, du Parti québécois. Mais après ma première question, qu'est-ce que vous pensez du plan déposé aujourd'hui par le Parti québécois? Il y a des choses avec lesquelles on est d'accord, notamment la réduction importante du nombre d'immigrants temporaires sur le territoire québécois. En fait, M. Plamondon, vu le Parti québécois, exprime en réalité une forme d'appui à la politique du gouvernement. Depuis 2 ans qu'on martèle le message pour influencer positivement Ottawa, pour réduire le nombre d'immigrants temporaires sur le territoire du Québec. Et ça a fonctionné. C'est ça, là où on va se séparer, je dirais, du discours du Parti québécois, qui est un discours un peu défaitiste, comme quoi le Québec, pauvre petit Québec, jamais écouté par Ottawa, puis que la seule voie de sortie, ce serait de faire un référendum dont les Québécois ne veulent pas. Ben, c'est là où je suis en désaccord. Parce que on l'a vu, Ottawa a changé de discours, a changé de politique aussi, peut-être dans le dernier mois, on l'a vu, avec des réductions des seuils, avec des engagements pour réduire les travailleurs étrangers temporaires, notamment ceux du programme de mobilité internationale. En fin de semaine, on apprenait qu'on avait réussi au Québec à faire fléchir Ottawa par rapport aux exigences linguistiques pour les travailleurs étrangers temporaires qui relèvent d'Ottawa. Donc, on a quand même réussi à faire bouger Ottawa de plusieurs points et toujours pour des réductions de temporaires dans les dernières semaines et maintenant pour la francisation des temporaires aussi. Donc, là, c'est là où je décroche par rapport au plan du Parti québécois. Bon, est-ce que vous êtes en train de me dire que le dossier de l'immigration, avec ces dernières nouvelles, démontre que le fédéralisme fonctionne bien au Québec et au Canada? Bien, on arrive à le faire fonctionner. Ça accroche. Des fois, c'est plus long. Des fois, on ne s'entend pas. Des fois, il faut faire, je vous dirais, des petits coups de gueule, frapper un peu sur la table pour se faire entendre. Mais ce qu'on a démontré, c'est qu'on y arrive. On arrive à obtenir des gains d'Ottawa. Je les répète, écoutez, on a fait fermer le chemin Roxham. On a obtenu des visas qui empêchent des demandeurs d'asile du Mexique et de l'Inde. On a obtenu des réductions pour les travailleurs étrangers temporaires qui relèvent d'Ottawa. Maintenant, en fin de semaine, dernière nouvelle, on a obtenu des gains pour la francisation de ces travailleurs étrangers temporaires. Toutes des choses que le Parti québécois disait impossibles il y a quelques semaines. Bon, est-ce que vous estimez que c'est le contexte très particulier dans lequel se retrouve le gouvernement Trudeau à l'heure actuelle, là, inutile d'en dresser le portrait, on le connaît tous sur le plan politique, qui fait bouger les choses? Bien, je vous dirais que c'est la persévérance du gouvernement du Québec qui a amené ça. Oui, on profite en ce moment du contexte, mais encore fallait-il expliquer, faire comprendre au reste du Canada la situation critique avec l'immigration, les enjeux que pose un trop grand nombre d'immigrants temporaires sur le territoire québécois, mais aussi canadien. Là. Écoutez, il n'y a pas qu'au Québec que c'est difficile de recruter suffisamment d'enseignants pour faire face à la demande. Il n'y a pas qu'au Québec où il y a un problème de pénurie de logements ou d'abordabilité des logements qui sont disponibles. Et puis, je pense qu'il n'y a pas si longtemps, quand le Québec tenait tous ses discours, expliquait des faits, il y a des gens qui nous regardaient de haut,
Puis maintenant, les gens se sont ralliés à nous, y compris le gouvernement fédéral. Est-ce que c'est aussi le cas pour la répartition des demandeurs d'asile? On sait, là, c'est une préoccupation de votre gouvernement. M. Legault s'est fait remarquer, pas toujours de la bonne façon, en disant qu'il fallait que peut-être la moitié des demandeurs d'asile établis au Québec quittent. On ne savait pas trop comment. Mais de ce côté-là, est-ce que ça progresse? C'est pas encore réglé, je vous dirais, là-dessus. Il y a encore trop de demandeurs d'asile qui arrivent en sol québécois à chaque mois. Ça a diminué par rapport à il y a 1 an, il y a 2 ans, mais ça reste que c'est encore plus que 22 % des demandeurs d'asile qui arrivent au Québec. Alors, on est 22,5 % de la population canadienne. Il n'y a pas de raison pour que le Québec fasse plus que sa part. Donc, il faut absolument qu'il soit diminué, ce nombre. Il faut qu'il y ait une répartition. Il faut qu'il y ait une émission beaucoup plus rapide des permis de travail. Et là-dessus, on n'a pas encore gain de cause, mais je sais que le ministre Mark Miller, au fédéral, travaille sur des moyens de convaincre les provinces qui sont, dans certains cas, récalcitrantes. Je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps affirmer en entrevue qui allait, je vous dirais, prendre des mesures assez importantes. Mais on n'est plus juste dans l'incitatif. Là, je pense qu'il faut prendre des mesures assez importantes pour convaincre les provinces du reste du Canada de faire leur part. Monsieur Roberge, votre ton et le ton de votre gouvernement changent de façon assez dramatique là, face au gouvernement Trudeau. Je vous ai entendu beaucoup plus incisif à propos de M. Miller, à propos de M. Trudeau, vous et votre chef aussi au cours des dernières semaines. Moi, je suis quelqu'un qui peut être assez incisif, mais si je suis quelqu'un de bonne foi. Il y a des choses qui ne marchent pas. Les demandeurs d'asile, je le dis, là, sont en beaucoup trop grand nombre sur le territoire québécois. Il faut absolument qu'on atteigne l'équilibre. C'est pas normal que le Québec fasse plus que sa part. Et je le dis, je le répète, et tant que la situation ne changera pas, moi, je ne changerai pas de discours. Maintenant, il faut être de bonne foi. Quand on demande à ce que les travailleurs qui sont du programme Mobilité internationale, qui relèvent d'Ottawa, on demande à ce qu'il y ait des exigences de français et qu'enfin Ottawa se range à nos arguments, il faut le dire aussi. C'est comme ça, être de bonne foi, M. Quentin. Il faut le dire que le Québec arrive à se faire entendre. C'est pas normal de tenir le discours du Parti québécois, c'est-à-dire de souligner à grands traits quand ça va mal, parce que des fois ça va mal, puis de faire semblant que ça continue d'aller mal, quand le gouvernement du Québec se fait entendre et obtient des gains. Il faut dire la vérité aux Québécois. Monsieur Roberge, en terminant, je veux vous entendre sur les classes de francisation. Je sais que vous n'êtes pas d'accord là, pour dire que le gouvernement a fermé des classes de francisation. Vous imputez la responsabilité de ces coupes-là aux organisations locales sur le terrain. Mais quand on regarde ça, là, un observateur indépendant, on se dit, hey, c'est le gouvernement qui est responsable. Puis si on veut vraiment faire en sorte que nos immigrants s'intègrent, il faut qu'on facilite leur capacité à apprendre rapidement le français. Et c'est pas en fermant des classes qu'on va atteindre cet objectif-là, peu importe les raisons, peu importe les responsabilités de chacun. Je suis d'accord avec vous. Je ne veux pas de fermeture de groupe de francisation. Il y a des centres de services scolaires qui ont utilisé 100% de leur financement annuel pour les premiers mois de l'année. Donc, ils ont francisé autant de gens que ce qu'on espérait, mais plutôt que d'en franciser tout le long de l'année, ils en ont francisé 100% dans les premiers mois, dans certains cas. Okay? C'est tout. Ceci dit, M. Quentin, on continue de déployer des cours en ce moment. On continue d'offrir des cours, on continue de faire des partenariats avec toutes sortes de partenaires, dont, évidemment, le réseau scolaire. Et je vous le dis, cette année, on va franciser encore plus. On va battre un nouveau record de gens qu'on francisait sur le territoire québécois. Avant notre arrivée au gouvernement, c'était 20 000 personnes par année. L'an passé, ça a été presque 75 76 000 personnes. Cette année, on devrait faire encore mieux. Il faut aussi réduire, je dirais, le besoin. Il faut mieux choisir les immigrants, et c'est ce qu'on fait pour qu'ils soient d'abord francophones, puis il faut qu'il y ait moins d'immigrants temporaires sur le territoire québécois pour qu'il y ait moins de gens aient besoin de cours de francisation. Puis à ce moment-là, l'offre et la demande vont être au même niveau. Merci beaucoup, M. Roberge. Merci. Au revoir. Bonne journée. Jean-François Roberge est ministre de l'Immigration et de la Francisation. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin.
Bien oui, c'est comme ça. On va parler de culture québécoise, même si pendant la pause, Biz et moi, on parlait de la Ligue nationale de football et des matchs d'hier. T'es en forme, Biz? Absolument, absolument. Bon. Alors oui, tu veux nous parler de culture québécoise. Parce que, en fait, semaine, j'étais dans une radio d'État dont je tairai le nom pour parler de mon plus récent roman. Puis autour de la table, il y avait plusieurs artistes et le ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe, qui est très parlable, soit dit en passant. Puis on a eu une bonne discussion vraiment autour de la culture québécoise. Puis le constat, ça c'est une vérité de la palisse, ça va pas très bien pour la culture québécoise en ce moment. Essentiellement, elle est sous respirateur artificiel, notamment parce qu'elle est soutenue puis consommée par des vieilles personnes, par les plus vieux. Toutes les études le disent. Les jeunes s'en désintéressent, c'est pas une surprise, au profit du grand bazar TikTok. La seule chose de Québécois qui trouvent encore grâce à leurs yeux, c'est la télé-réalité, mais ça fait pas vivre des scénaristes ben. Alors jusqu'ici, on pourrait dire tout va bien, mais qu'est-ce qui va arriver quand les vieux seront plus là? Puis que les jeunes vont avoir vieilli, ils vont pas s'intéresser à District 31 puis à Dumas comme par magie, en fait. Chez moi, par exemple, pour parler pour ma paroisse, j'ai pas la télé, j'ai que Internet. Puis on peut pas dire que la culture... T'as pas de télé du tout? Non. J'ai pas le câble. J'ai simplement un écran sur lequel je projette Internet. Puis on peut pas dire que la culture québécoise est très présente. Bon, sur Netflix notamment. Rappelle-toi, ici même à ce micro, il y avait une entrevue légendaire entre M. Arcan puis Mme Joly qui venait nous annoncer là, que Netflix, on prévoyait en fait 300 millions pour la production de films de langue française. Ça fait quasiment 10 ans, là, au moins 5-6 ans. Et jusqu'à présent, il y a un seul film que Netflix a produit au Québec, Jusqu'au déclin. À croire que ça s'invente pas, on dirait que Netflix prophétise le destin de la culture québécoise. Ça sera Jusqu'au déclin. Alors, évidemment, on n'a pas livré la marchandise et il n'y a aucun ministre du patrimoine canadien qui dit à Netflix, tu avais promis de produire des films québécois, tu n'en as pas produit. Le problème de la culture québécoise, c'est pas sa qualité, ni même sa quantité, mais bien sa visibilité. C'est vraiment, vraiment le nerf de la guerre. Alors, que faire pour se faire voir davantage? Bon, on pourrait dire, pour les gouvernements, il faut rajouter de l'argent, mais on peut aussi, surtout, en premier lieu, faire des lois pour obliger les plateformes à mettre en vitrine prioritaire les produits québécois. Puis ça, là, chaque pays dans le monde, t'es à l'hôtel en Espagne. Netflix, Espagne, vitrine prioritaire des films espagnols. Netflix, Colombie, les films colombiens. Ça devrait être la base. Dans la francophonie, notamment là où le Québec est très actif, là, c'est là-dessus qu'on devrait se pencher. Je sais qu'en ce moment, le ministre Lacombe disait qu'il est en train de travailler là-dessus pour obliger les plateformes. C'est ce qu'on appelle la découvrabilité. Exact, la découvrabilité, parce que la base de ça, c'est que tu peux pas aimer ce que tu connais pas. Hein? Vraiment, ça tombe sur le sens. Puis sur les plateformes musicales, Apple, Spotify, tout ça, on devrait aussi obliger les plateformes à dire c'est quoi la nouveauté de la semaine au Québec? Paf, t'es ça d'en face. On devrait obliger aussi à les mettre sur les listes d'écoute. Parce qu'une liste d'écoute, là, c'est vraiment, vraiment important parce que si, mettons, je reçois des gens chez moi puis je vais avoir, mettons, du jazz. Alors, je mets jazz. Mais si dans ma liste d'écoute, il y a du jazz québécois, parce que les plateformes sont obligées d'en mettre, premièrement, les artistes de jazz québécois vont être payés. Ça tombe sous le sens parce qu'on est payé à l'écoute. Puis en plus de ça, je vais pouvoir dire, c'est quoi cette tune-là? C'est bien bon. Ah, c'est un Québécois. Je vais voir son album. Je vais aller voir son spectacle. Alors, parce que le problème aussi, à l'inverse, à contrario, c'est que les algorithmes sont des cercles vicieux qui nous enferment dans le silo de nos certitudes. Alors, les algorithmes te proposent toujours ce que tu écoutes. Alors, si tu sors jamais de ce que tu écoutes, ben, on va toujours te proposer la même chose puis tu ne découvriras jamais. Même genre de famille musicale. Là, tu sors pas de ta zone de confort pour aller vers d'autres découvertes. Exact. Tu sors pas de ta famille, tu sors pas de ta langue, tu sors pas de ta nationalité, si on peut dire. Puis aussi, je pense, il faudrait regrouper la culture québécoise, tous les produits audiovisuels, en un seul lieu facile d'accès. Et là, je vais ici paraphraser Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. Une plateforme pour les divertir tous, une plateforme pour les trouver, une plateforme pour les amener tous et dans la culture québécoise, les lier. Alors évidemment, ça fait référence à l'anneau unique qui veut contrôler le monde. Mais dans ce cas-là, on pourrait avoir une plateforme unique, Télé-Québec par exemple. Plateforme par excellence, c'est la Télé nationale du Québec. Puis en plus, là, rappelez-vous, là, une série québécoise, un film québécois, les Québécois, là, via nos impôts, via les subventions, on a déjà payé pour ces séries-là. C'est à nous autres, comme la soupe habitant, il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Alors, une fois qu'on est rendu en deuxième ou en troisième vitrine, bon, ça a joué à Radio-Canada. Après ça a joué sur Uni ou je sais pas quoi. Ben, mettons, là, dans 2 ans, 1 an, là, ben, ça se ramasse à Télé-Québec et c'est gratuit. Puis sais-tu quoi? Même chose pour la musique. Toute la musique québécoise, gratuite sur Télé-Québec, après un certain temps. Mais là, est-ce que les artistes vont être payés si elles jouent? Ben pourquoi pas? Il faut inventer un système, là, mais l'idée, ça serait de dire, on a déjà
puis on génère du trafic avec de la publicité. Donc oui, on peut payer les artistes. Et aussi, ça, c'est le rôle de l'État. Mais personnellement, qu'est-ce qu'on peut faire pour la culture québécoise? Moi, je connais plein de gens qui sont préoccupés. Ben, comme parents, par exemple, on peut notamment donner l'exemple en valorisant puis en consommant personnellement la culture québécoise, mais aussi avec nos enfants. On se paye un billet d'un spectacle québécois puis on sort avec notre ado. Tiens, à soir, là, viens-t'en, je te sors, on s'en va voir Carquois, on s'en va voir Gustafsson, on s'en va voir n'importe qui, mais je te sors. On va voir un film québécois, c'est bar ouvert dans le popcorn, viens-t'en, je te sors. Non, mais puis l'idée, on va voir un spectacle d'humour, puis même si on veut pas y aller avec nos ados, ils veulent pas y aller avec nous, toi puis ton ami, là, je te paye un billet de spectacle pour aller au cinéma voir un film québécois, puis je te paye le popcorn avec. Parce que puis dans l'auto aussi, on peut dire, ça c'est dans l'auto, là. Tu dis, on est 4 dans l'auto. Chacun met sa toune, on choisit sa toune. Ben, comme parents, on met une toune québécoise. Puis on l'explique, ça c'est harmonium, nanana. Donc on les initie force tranquillement. Exactement. Puis ça, ce que ça fait, c'est que la culture québécoise, ainsi, on l'accroche et on l'associe à des moments de qualité parents-enfants. Comme famille, on se crée une banque de références puis de souvenirs communs. On développe des références communes, puis plus tard, les souvenirs de nos enfants vont être associés à la culture québécoise et à une douce nostalgie, et la roue va tourner avec leurs propres enfants. Qu'est-ce qu'il disait, le ministre Lacombe? J'imagine que tu as évoqué un peu de ces pistes-là lors de ton entretien avec lui. Il dit qu'en ce moment, il consulte. Alors, comme tout bon gouvernement, on consulte. Donc, il veut pas, lui, des états généraux. Est-ce qu'il a donné une fin pour la consultation? Il parlait de, je pense, en audiovisuel. Je me rappelle plus de la date, mais il y a une table de réflexion en audiovisuel, puis la découvrabilité, c'est à l'ordre du jour, vraiment. Donc, c'est vraiment une question qui est dans l'air du temps. Alors, il faut taper sur le clou. Elle va finir par faire son chemin, puis à un moment donné, on va y arriver. Merci beaucoup, Biz. Avec plaisir. On se retrouve plus tard cette semaine. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. C'est une information publiée par Radio-Canada un petit peu plus tôt aujourd'hui. Ottawa ira de l'avant avec un train à grande vitesse entre Québec et Toronto. Alors, donc, le gouvernement Trudeau, selon Radio-Canada, en ferait l'annonce au cours des prochaines semaines. Un train à grande vitesse, donc, qui partirait de Québec, se rendrait à Toronto avec des arrêts à Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et, bien sûr, le point final à Toronto. La vitesse, là, on pourrait toucher des segments de 300 km à l'heure. Alors, tout ça va coûter des dizaines de milliards de dollars. Et on sait qu'il faudra encore beaucoup d'études, beaucoup de travaux de planification, donc on ne réservera pas notre billet dès maintenant, mais c'est quand même une nouvelle importante et j'en parle avec Pierre Barriot. Monsieur Barriot est chargé de cours à l'Université de Montréal en planification des transports et il est consultant de la firme Gris Orange. Monsieur Barriot, bonjour. Bonjour. Monsieur Barriot, on a longtemps parlé d'un train à grande fréquence entre Québec et Toronto, un TGF, mais là, les gens disaient un train à grande fréquence, tant mieux s'il passe plus souvent, mais ce qu'on veut, c'est un train à grande vitesse qui irait beaucoup plus vite et qui permettrait de joindre Toronto, peu importe d'où on part, là, beaucoup plus rapidement. Alors, le gouvernement semble finalement s'être rangé à cette façon de voir les choses. Exactement. Vous savez, ça fait depuis les trains à vapeur qu'on regarde améliorer la vitesse. Il y a eu un projet dans les années 60. Il y a les études, une après l'autre. Et là, finalement, ça débouche vers un projet transformateur dans le corridor de Québec jusqu'à Toronto. Bon, à vue de nez, là, selon ce que vous avez, selon ce que vous savez, puis vous avez pris connaissance de la nouvelle, est-ce que tout ça semble sérieux? Je vous dirais oui. Je vous dirais, il faut comprendre, les études de Via Rail disaient que l'achalandage ne le justifiait pas. Et c'est ça qui amenait à l'idée du TGF, qui était, dans le fond, une version économique d'améliorer la fréquence sans améliorer significativement la vitesse. Nous, dans la communauté scientifique, on regardait ça, on sourcillait un peu. On disait, basé sur les chiffres de Via Rail, effectivement, un TGV, ça vaut pas la peine. Mais plusieurs d'entre nous ne croyaient peut-être pas que les chiffres étaient suffisamment grands pour l'achalandage. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est Via Rail s'est tourné de bord, puis, le groupe, la Société de la Couronne pour le TGF, et puis ils ont dit, regardez, vous voulez prendre le risque? Faites vos propres études et dites-nous si un TGV, ça vaut la peine. Et la décision qu'il y a, c'est les consortiums ont confirmé l'achalandage est bien trop grand pour un TGF. L'achalandage est là pour un TGV. Il sera beaucoup plus intéressant économiquement de faire un TGV. Et donc, c'est la décision que le gouvernement fait, c'est d'entériner les rapports des 3 consortiums privés qui seraient arrivés tous à la même conclusion.
que c'est un TGV qu'il nous faut pour l'Est du Canada. Bon, un TGV, par exemple, ça signifie qu'il faut de nouvelles infrastructures. Là, on ne roulera pas sur les rails actuels, même en les améliorant. Bien, en fait, même le projet actuel, le projet ancien là, du TGF, était en bonne partie une reconstruction de la voie ferrée sur l'entièreté de sa longueur. Mais on utilisait une emprise existante, on utilisait les courbes qui étaient déjà là et on avait les passages à niveau sur toute la longueur. Donc, c'était des nouveaux rails, des nouvelles stations, mais des corridors existants. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va éliminer tous les passages à niveau parce qu'il faut comprendre un TGF, pourquoi on se limitait à 199 km/h. C'est la loi dit à partir de 200 km/h, on n'a plus le droit de passage à niveau. Et c'est ça qui fait exploser les coûts lorsqu'on dépasse les 200 km/h. Donc, le projet qu'on a aujourd'hui, qui va être annoncé la semaine prochaine normalement, c'est justement un train à 300 km/h sans passage à niveau, donc bien plus sécuritaire, et qui va avoir une fréquence aux demi-heures en heure de pointe et aux heures hors pointe, mais avec une capacité d'infrastructure qu'à terme, on pourra avoir une fréquence aux 15 minutes. Bon, un passage à niveau, ça, c'est quand les rails de chemin de fer rencontrent une route, là, hein? Exactement, avec les bras qui font ding-ding-ding et les lumières qui clignotent et toute la patente. Comment on va éviter ça? On va construire des ponts étagés au-dessus des routes à certains endroits ou des tunnels? Exactement, des centaines de viaducs ou de de soit passer par-dessus ou passer en dessous. Et aussi, il y a beaucoup de passages à niveau parce que je me rappelle bien, sur l'entour de 1300 passages à niveau qu'il y a entre Toronto et Québec sur la voie ferrée. Il y en a beaucoup qui vont être aussi abolis, principalement des passages pour les agriculteurs. Donc, on va consolider certains. Donc, peut-être que le fermier devra aller chez le voisin pour traverser la voie, pour les limiter aussi. Bon, un projet comme celui-là, M. Barriot, est-ce que ça nécessitera des expropriations ou on a déjà tous les terrains nécessaires? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a peu d'expropriations à faire. Il y a quelques endroits que les courbes sont serrées et il y aura des expropriations à faire, mais on parle principalement d'expropriations à faire dans des zones agricoles. Donc, on va plutôt parler d'échange de terrain entre les agriculteurs pour déplacer les voies ferrées dans les courbes. Quelques expropriations à faire, mais la grande majorité, c'est des choses qui vont être bien plus faciles à faire parce qu'on utilise déjà des voies ferrées qui appartiennent au CP et à Via Rail. Bon, le coût semble être évalué à 80 milliards de dollars, mais ça, c'est aujourd'hui. Là. Dans 5 ans, quand on amorcera potentiellement, et je dis bien potentiellement, la construction, est-ce que le chiffre sera encore de 80 milliards? Je vous dirais, des pics d'inflation, c'est relativement rare dans l'histoire comme qu'on a vécu. La dernière explosion qu'on a eue des taux de l'inflation, c'était durant les 2 chocs pétroliers dans les années 70. Avant ça, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Donc, à partir de là, si on suit, l'histoire nous dit qu'on devrait être capable de livrer le truc à des prix raisonnables sans trop d'inflation, parce que la prochaine vague d'inflation, normalement, si la situation géopolitique le permet, là, on devrait être capable de contrôler les coûts. Bon, qui va payer? Bien, c'est ça qui est intéressant ici, c'est que c'est un projet qui va être en bonne partie financé par le privé et qui va plutôt fonctionner sous le forme un peu d'un partenariat public-privé. Donc, à partir de là, eux vont venir investir, construire le truc. Le gouvernement va en payer une partie et ensuite le privé finance la balance, finance ensuite l'investissement via les ventes de billets et une subvention du gouvernement si nécessaire par la suite. Vous savez, oui, il y a le REM qui a quand même été livré, là, grosso modo, dans les délais requis. Il y a eu certains retards en raison de la situation dans le tunnel du Mont-Royal, mais de façon générale, là, peut-être 1 an et demi de retard pour certains segments, mais dans d'autres cas de développement, de transport significatif là, au Québec, au Canada, il y a eu des délais tellement considérables. Je pense à la ligne bleue du métro, je pense même au service rapide par bus à Montréal sur le boulevard Pineuf. Ça a pris des années avant qu'on en vienne à mettre ce service-là en action. Qu'est-ce qui peut nous faire croire que ce projet-là pourrait véritablement être construit dans un délai de 5 à 10 ans? Bien, je vous dirais, les consortiums qui sont dessus sont des consortiums qui sont très solides, qui ont l'expérience un peu à travers le monde. Pour l'économie québécoise, c'est certain, il y a un consortium peut-être qu'on apprécie légèrement plus que d'autres. Un consortium qui impliquerait, entre autres, la Caisse de dépôt et placement, Air Canada et Alstom, entre autres.
et des firmes de génie conseil québécoises. Donc, c'est certain ici, non seulement c'est bon pour l'économie québécoise, mais aussi, il faut comprendre que c'est des gens de grande expérience qui ont piloté des projets similaires, voire même plus grands à travers le monde. Donc, est-ce que des retards, c'est possible? 5 ans, moi, je vous dirais, 5 ans, c'est impossible d'avoir un système opérationnel d'un bout à bout. Cependant, par exemple, sur le tronçon entre Ottawa et Montréal, une partie d'Ottawa, un 80 km vers Toronto, on peut faire les améliorations rapidement sur ce tronçon-là et on va voir des segments qui vont ouvrir progressivement. Ça m'inquiète pas. Moi, je vous dirais, vous dites 5 à 10 ans, moi, je dirais, effectivement, dans ces délais-là, on est capable de livrer quelque chose qui devrait être pas mal proche d'être terminé en 10 ans. Bon, et naturellement, tout le matériel roulant aussi sera entièrement neuf. Là. On aurait des locomotives qui ressemblent à celles qu'on voit en France sur les tronçons de TGV ou au Japon avec les Shinkansen. Exactement. Le matériel roulant qu'on aurait. En fait, je vous dirais probablement, surtout si c'est le consortium d'Alstom qui gagne le mandat. Alstom produit actuellement du matériel roulant pour le corridor Boston à Washington. Donc, on devrait s'attendre à avoir exactement le même matériel roulant que celui qui vient juste d'être inauguré, là, qui sera bientôt mis en service dans ce corridor-là. Et sinon, ce sera du matériel roulant construit en Alberta à l'usine de Siemens. Merci beaucoup, M. Barriot. Ben merci, à bientôt. Bonne journée. Pierre Barriot est chargé de cours à l'Université de Montréal en planification des transports. Il est aussi consultant de la firme Gris-Orange. Alors, je vous le rappelle, une nouvelle de Radio-Canada aujourd'hui qui nous dit que le gouvernement fédéral annoncera bientôt qu'il a décidé d'aller de l'avant avec un train à grande vitesse entre Québec et Toronto, un projet de minimalement 80 milliards de dollars.